S'il y a bien un moment que les étudiants du monde entier redoutent, ce sont les examens. Mais ce que peu d'étudiants peuvent s'imaginer, c'est l'expérience de passer l'examen le plus difficile du monde. Un examen qui terrorise les élèves qui doivent le passer, mais surtout qui définit leur jeunesse et va définir leur futur. Cet examen, c'est le Gaokao. En France, le bac reste encore aujourd'hui perçu comme un moment clé des études. T'as eu quel bac? J'ai eu mon bac ES. Un an avant le bac, je me suis arrêtée. Bac S. Mes feuilles de bac. En ayant le bac assez jeune. Et même si, comme moi, vous n'avez pas suivi le système français, vous en connaissez probablement l'existence. Mais avec un taux de réussite de plus en plus élevé et un rôle de moins en moins déterminant dans le futur des élèves, celui-ci ne peut clairement pas être comparé à son équivalent chinois. Mais au fait, c'est quoi le Gaokao? C'est un examen d'accès aux universités créé dès 1952, 3 ans après la victoire communiste par le gouvernement chinois. Son objectif, c'est d'offrir une chance aux meilleurs étudiants d'avoir accès aux universités du pays. Et à l'époque, il ouvre surtout la porte à des rôles importants dans le gouvernement ou des entreprises d'État. Une volonté de revenir aux anciens systèmes méritocratiques, qui sera de courte durée. En 1966, la révolution culturelle commence. L'éducation est à l'arrêt alors que les intellectuels sont la cible des gardes rouges et que la majorité des jeunes Chinois partent travailler malgré eux dans les communautés rurales. Les universités sont purement et simplement fermées jusqu'en 1968 et les étudiants qui auraient dû graduer à cette époque portent le nom de Lao Santier ou 3 vieilles classes, une génération perdue qui n'aura pas eu l'accès aux études supérieures. Si les universités rouvrent en 1969, l'accès y reste très limité et se fait uniquement sur nomination. Il faut attendre 1977 pour qu'un Deng Xiaoping, tout juste réhabilité et nommé vice-président, décide de rétablir le Gaokao. Sa vision, qui lui a valu d'être purgé 2 fois dans les années précédentes, est claire depuis longtemps. La science et la technologie doivent être un des piliers de la Chine. Et pour ça, le pays a besoin de talent, pas de nomination politique. Et seulement quelques mois plus tard, le premier examen est organisé. Imaginez la pression pour les étudiants de l'époque. Vous avez grandi à une époque où l'éducation est loin d'être une priorité. Et vos rêves d'accéder à des études universitaires étaient quasi impossibles, car vous n'aviez pas les relations nécessaires pour être recommandé. Et là, on vous annonce que votre rêve est accessible, mais que vous n'avez que quelques mois pour être prêt pour le test qui déterminera votre vie. Vous allez devoir étudier sans arrêt alors que vous ne savez même pas à quoi va ressembler le test. Et ce n'est pas tout. Sur le moment même, vous ne le savez pas, mais il y a 5,7 millions de candidats et les places dans les universités sont très chères. Et seuls 5% des étudiants réussissent ce premier Gaokao. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoignage du célèbre réalisateur chinois, Zhang Yimou. 还是改革开放，还是恢复高考。对我们这一代人来说，当年能上电影学院是改变我一生的。 Depuis, le Gaokao est devenu l'obsession de tous les enfants chinois, mais aussi de leurs parents. En 2025, ils étaient plus de 13 millions à tenter le test avec un taux de réussite désormais de 81%. Alors oui, je vous vois venir, 81% ça semble beaucoup pour l'examen le plus dur du monde, mais c'est oublier 2 choses. Le travail titanesque en amont, un point sur lequel on va bien sûr revenir, et le fait que l'objectif n'est pas juste de réussir, mais d'obtenir un score suffisant pour l'université de ses rêves. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Les 2 meilleures universités, Tsinghua et Peking University, n'admettent que 6 000 à 7 000 étudiants par an à L2. C'est seulement 0,05% des candidats. Au total, à peine 7% des élèves intègrent l'une des 147 universités d'élite, appelées officiellement de double première classe.
Et quand vos perspectives d'avenir sont pour beaucoup liées à l'université à laquelle vous avez accès, ça pousse les enfants et les parents à faire tout ce qui est possible pour avoir le score le plus haut possible. Gardez ça en tête parce qu'on va y revenir, mais j'aimerais d'abord clarifier les choses. Jusqu'ici, je vous ai vendu le modèle chinois comme purement méritocratique. Mais la réalité, elle est bien moins rose. 其实我也知道文凭很重要，有时候我会觉得跟室友也很有差距，有时候一想到自己的未来真的会哭。我应该留在重庆读初三，然后考大学，考高中，考大学。我当时是不是选错了？ Tout tient en un mot, Ruko. En Chine, le Ruko est un système d'enregistrement millénaire et fixé à votre naissance, souvent sur celui de votre mère. Et non seulement il détermine votre lieu d'enregistrement, mais aussi si vous êtes citadin ou campagnard. Et non, vivre ou même naître dans une ville ne suffit pas pour être un citadin. Et s'il existe de plus en plus de facilités de changer de Ruko, cela reste compliqué, surtout si vous êtes dans les catégories les moins favorisées. Le problème, c'est que votre Ruko détermine les services auxquels vous avez accès, et notamment les écoles dans lesquelles vous pouvez étudier. Du coup, des Ruko comme Beijing et Shanghai sont très recherchés, surtout par les familles ayant des moyens, afin bien sûr d'avoir accès aux meilleures écoles. Et non seulement ça donne une meilleure préparation, mais même les universités ont des quotas par province, limitant encore plus les chances d'avoir accès aux meilleures universités. Car c'est ça le véritable visage du Gaokao, un pari sur un seul examen, mais où la plupart de vos chances sont déterminées dès votre naissance. Mais pour tous les enfants, une chose est sûre, les études prennent une place énorme dans leur vie. I prepared for Gaokao. Can I say 12 years only for this exam? Un véritable marathon permanent. Hi guys, it's 8:45 p.m. and I'm going to pick up my daughter again. And today, she totally stayed at school for about 14 hours. En Chine, l'école commence souvent à 7h30 pour finir par une session de devoirs obligatoires jusqu'à 21h30, et qui est bien souvent insuffisante et il leur faut finir leurs devoirs une fois arrivés chez eux. Hi guys, it's 11:20 p.m. This is really late, and Cindy is still doing her homework. 明天再写不行吗？为什么不行？ Et même si le gouvernement impose désormais un week-end complet, la réalité est plus proche des 6 jours, voire 6 jours et demi de cours par semaine, de nombreuses écoles ne respectant pas les règles. Et comme si ça ne suffisait pas, l'appât du gain, mais aussi la grande différence dans la qualité de l'enseignement, avait il y a quelques années résulté en l'émergence d'un nouveau type d'entreprise. Les cours particuliers en ligne. Des services résultant en des horaires encore plus insensés pour les enfants chinois, avec pour objectif encore une fois d'avoir les meilleures chances de faire un bon score au Gaokao. Une industrie qui, avec ses promesses de donner accès à la meilleure éducation, même à la campagne, et celle d'équilibrer la compétition entre les plus favorisés et le reste, a longtemps fait la fortune de plusieurs sociétés spécialisées. Mais en juillet 2021, l'industrie vécut un véritable choc. Le gouvernement interdit de donner des services d'éducation pour les matières du curriculum scolaire à toute entreprise listée en bourse. Et tout ça, au final, c'est de la préparation pour le grand jour, ou plutôt, les grands jours. Car le Gaokao se passe généralement sur 2 ou 3 jours. Et si les étudiants du monde entier ont parfois l'impression que le monde s'arrête de tourner pendant les examens, pour le Gaokao, c'est véritablement le cas. De nombreuses villes limitent ainsi le trafic afin de ne pas empêcher les étudiants d'arriver au centre d'examen. Des activités bruyantes comme la construction, la danse et la musique sur l'espace public, ou le fait simplement de klaxonner sont aussi interdites. Certaines villes interdisent même à la police d'utiliser leurs sirènes, sauf en cas d'extrême nécessité bien sûr. Et vu qu'on parle de la police, ils sont aussi là pour aider les étudiants à arriver au test. Chaque année, on peut voir de nombreuses vidéos, la police fait tout pour assurer l'arrivée d'étudiants. Dans la province du Henan, la police avait ainsi conduit un étudiant qui était venu déclarer la perte de sa carte d'identité, clé d'entrée indispensable à l'examen. Ou encore, il y a cette anecdote d'un étudiant qui avait été conduit à l'hôpital après s'être démis l'épaule 1 heure avant le début du test, avant d'être reconduit au centre d'examen dans les délais. Bien sûr, et je ne vous surprendrai pas, les parents sont parfois plus stressés que leurs enfants et vont prier pour leur réussite devant le centre d'examen. Mais qui dit examen dit bien sûr aussi tricheur. 报告，我的口袋里有小抄。
Et autant dire qu'avec un tel enjeu, la tentation est grande. Hein. La loi est pourtant claire, un étudiant surpris à tricher verra son score annulé et risque d'être interdit de repasser l'examen. Mais surtout, la tricherie est considérée comme un crime et peut donc mener à des peines de prison de 3 à 7 ans. One of its reporters had infiltrated a scheme which hires university students to take the national entrance exam for high school students. Alors je vous rassure tout de suite, on ne vise pas ici l'étudiant qui triche dans son coin, mais plutôt des groupes de tricherie organisés offrant soit des appareils de triche connectés au web, ou des personnes passant l'examen à la place de l'élève. Mais vu que la dissuasion a ses limites, il faut aussi protéger l'examen. Premièrement, tous les questionnaires sont classés secret d'État. Et comme en France, les rédacteurs doivent signer un accord de confidentialité. Mais on va beaucoup plus loin. Les rédacteurs sont isolés du monde, sans aucune communication, jusqu'à la fin des épreuves. Et oui, ça va même jusqu'à utiliser des brouilleurs de fréquence. La seule exception étant l'usage de la bonne vieille ligne fixe, mais en étant sur écoute durant toute la conversation. Les questions sont imprimées sous haute surveillance par des imprimeurs habilités à imprimer les plus grands secrets de l'État, avant d'être transportées confidentiellement par la police et l'armée sous surveillance satellite. Finalement, celles-ci sont stockées dans une salle hautement sécurisée et gardées par une équipe qui y vit 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de l'examen. Bien sûr, les mesures ne s'arrêtent pas là. Vous vous en doutez, hein, les téléphones et autres montres connectées sont bien sûr interdits sur le site d'examen et les étudiants sont fouillés avant d'entrer. De manière générale, tous les métaux sont interdits et il est déjà arrivé que des étudiants soient forcés de se changer simplement pour une tirette en métal. Ouais, vous m'avez bien entendu. Bien sûr, on retrouve aujourd'hui tous les moyens modernes comme la reconnaissance faciale et digitale, les brouilleurs de fréquences, l'analyse de comportement par IA et même des drones. Oui, vous ne m'avez pas mal entendu. Ils surveillent même les centres d'examen par drone. Et pour être sûr que si un étudiant trouvait quand même un moyen d'accéder à une IA, il ne pourrait pas s'en servir, les services IA sont tout simplement désactivés par les sociétés qui les gèrent durant la période du test. Vous l'avez compris, le Gaoka, c'est pas de la rigolade. Mais je vous vois déjà venir et me dire que je ne vous ai toujours pas prouvé en quoi c'est l'examen le plus dur du monde. Et me dire que vous ne voyez pas la différence avec ses équivalents coréens et japonais. Je vous promets qu'on va y venir. Mais pour comprendre cette obsession, il faut d'abord retourner dans le temps. Le Gaokao ressemble peut-être à une simple copie du baccalauréat instauré par Napoléon il y a environ 2 siècles. Et vu les liens de certains dirigeants chinois de l'époque avec la France, ce ne serait pas impossible qu'il y ait une inspiration, mais il doit surtout beaucoup à une vieille tradition locale, les examens impériaux, appelés Keju en mandarin. Ce système fait son apparition dès la fin du 6e siècle durant la dynastie Sui. Mais c'est sous l'âge d'or de la dynastie Tang qui lui fait suite que l'idée d'un examen régulier favorisant le talent au lieu de l'hérédité devient vraiment une réalité. C'est une révolution pour la première fois au monde. On ne devient plus officiel par sa naissance, mais par son talent. Enfin, presque, mais on y reviendra. L'examen motive une bonne partie de la population à s'éduquer et de nombreuses familles vont parier gros sur celui-ci. Et si cela réussit pour certains, il ne sera pas rare de voir des érudits essayer l'examen jusqu'à leur mort, malgré les échecs répétés. Car pour les plus pauvres, c'était un pari qui ne laissait pas la place à l'échec. Mais la compétition est énorme et on estime que 2 à 3 millions de candidats tentaient les examens locaux pour seulement 6000 places au concours final. Et puis pour ceux qui arrivaient à se qualifier, il fallait pour beaucoup traverser des milliers de kilomètres pour rejoindre la capitale à un moment où les moyens de déplacement pour les familles des couches populaires étaient limités. Un voyage extrêmement risqué, notamment à cause des bandits. La seule protection ? De véritables guides de voyage avec les routes les plus sûres et les spécialités locales à essayer en chemin. Une fois sur place, l'examen était une véritable épreuve d'endurance physique. Celui-ci durait 9 jours et 6 nuits. Non, mais... Oui, il dormait sur place. Non, mais... Ah non, c'était divisé en 3 périodes de 3 jours et 2 nuits. Par contre, ça voulait bien dire qu'ils ne sortaient pas de leur petite salle des 3 jours. Les repas leur étaient servis sur place et une partie de la table sur laquelle ils passaient l'examen pouvait être utilisée comme lit pour la nuit. Ici aussi, l'objectif était clair, minimiser la triche. Ah oui, la tricherie aux examens, ça ne date pas d'hier. Et déjà à l'époque, tous les participants et les examinateurs étaient fouillés, même si ça n'empêchait pas certains de tricher. 这是什么？哦，菜饼。
Comme en témoignent certains copions conservés jusqu'à aujourd'hui. Les copies étaient par ailleurs anonymisées et même recopiées afin de s'assurer que le correcteur ne reconnaisse pas l'écriture. 陛下，臣以为，既然欲投行卷，会给考生与考官勾结之便，废了便是对的。 Mais malgré ça, cette triche et la corruption ont fait pas mal de victimes, à tort ou non d'ailleurs. Par exemple, en 1357, seuls des étudiants venant du sud du pays ont réussi le test. Devant le mécontentement des participants et des officiels du Nord, l'empereur annonce une enquête. Mais celle-ci confirme simplement le résultat. Les nordistes en colère continuent de demander justice à l'empereur, qui finit par faire exiler le chef examinateur et exécuter l'un des enquêteurs, et ordonne une nouvelle liste d'admission incluant des nordistes. L'affaire ne sera jamais clarifiée, mais ce sera à l'origine des quotas par région. On a aussi le cas du père de l'un des plus grands écrivains chinois du XXe siècle, Lu Xun. Le grand-père de celui-ci, Zhou Tiefu, avait passé facilement l'examen et était membre de l'académie. Mais son fils, Zhou Yongqi, le futur père de Lu Xun, n'avait pas ce même talent. Désespéré de voir son fils réussir, Tiefu décide avec 5 autres familles de corrompre son ami, le chef examinateur. Malheureusement pour eux, la triche est découverte et le père de l'écrivain interdit de se représenter. Le grand-père lui échappe de peu à la peine capitale. Enfin, on a aussi ce cas énigmatique de l'un des artistes les plus célèbres de Chine, Tang Yin. Celui-ci était rapidement devenu un artiste célèbre dans le pays, bien avant de se présenter avec son ami Xu Jing à l'examen impérial. Cette année-là, une question fait tomber tous les candidats. Enfin, vous vous en doutez, tous sauf 2 personnes. On pourrait se dire que l'un des érudits les plus célèbres de Chine pourrait avoir réussi à répondre, et donc mériter sa place à la cour, mais quelqu'un rapporte juste après l'examen qu'ils avaient visité à leur arrivée un officiel qui s'est avéré être l'un des examinateurs. Les accusations de corruption suivent immédiatement, et vu les moyens d'interrogation de l'époque, même sans preuve, ils finissent par admettre le crime. L'examinateur, qui continuera toute sa vie à se déclarer innocent, perdra tous ses titres, et les 2 amis, disgraciés et interdits de se représenter, retournèrent chez eux pour vivre dans la misère. Tang Yin vivant de la vente de ses œuvres, et son ami lui mourra jeune sans jamais avoir le pardon qu'il espérait. Voilà pour la tricherie à l'époque. Pour ce qui est des résultats, ceci était annoncé via 2 documents appelés listes dorées, une petite version destinée à l'empereur et une grande version publiée devant les portes de la cité interdite. Et si la fréquence et le nombre de niveaux d'examen avant d'arriver à l'examen impérial a évolué, une chose est sûre, les opportunités sont bien là. Tous ceux qui réussissaient l'examen se voyaient conférer un titre officiel par l'empereur, avec les 3 premières places recevant un titre particulier. La première place, appelée Zhuangyan, se voyait même offrir un poste de chancelier auprès de l'empereur. Pour ce qui est de l'objectif d'ouvrir la porte aux gens du peuple, l'objectif semble plutôt réussi avec de 40 à 70% des candidats retenus venant de familles sans titre depuis plusieurs générations. Par contre, même si on parle de méritocratie, ce n'était pas vraiment ouvert à tous. Déjà au début, certains métiers tels que moines ou artisans pouvaient vous interdire l'accès à l'examen, mais surtout parce qu'il y avait une grande partie de la population qui n'avait pas le droit de se présenter à l'examen. Je veux bien sûr parler des femmes. Et oui, les séries chinoises et la littérature font référence à des femmes qui se déguisent en hommes pour ça. Et ce n'est pas nouveau vu qu'on retrouve déjà ce scénario dans le classique de la littérature chinoise Au bord de l'eau au XIVe siècle. Mais je n'ai trouvé aucun fait historique qui prouve que ça serait réellement arrivé. Par contre, et ça en surprendra peut-être certains, mais l'examen n'était pas limité aux Chinois. Et on a d'ailleurs l'exemple de quelques célèbres étrangers qui ont réussi à avoir une place à la cour au travers de celui-ci. Le premier étranger officiellement documenté comme admis s'appelait Li Yansheng. Mais ne vous fiez pas à ce nom, car c'est le nom qui lui a été donné par l'empereur après l'examen. Li Yansheng est en fait le descendant d'une riche famille commerçante du califat abbasside. Arrivé en Chine en tant que marchand, celui-ci tombe amoureux de la culture et philosophie chinoise
et se met à l'étudier. Lorsqu'un général local se rend compte de son talent, il le recommande pour l'examen impérial. Yinsheng est l'un des seulement 22 érudits qui passent l'examen avec succès cette année-là. Mais évidemment, étant le premier étranger à passer le test, il soulève une question importante. Surtout qu'on est moins d'un siècle après la tentative de coup d'État par le général d'origine turque, Han Lushan. Et la question est donc, peut-il être fidèle à la cour ? Les deux camps s'affronteront jusqu'à ce que l'empereur tranche en sa faveur. Et il sera même pris en exemple dans un célèbre essai sur le fait que les origines ne déterminent pas si vous représentez les valeurs et la culture chinoise. Il est encore souvent cité pour démontrer l'ouverture de la Chine durant la dynastie Tang. Il est considéré comme l'un des premiers ancêtres de la communauté musulmane Hui. Peut-être moins surprenant, on retrouve parmi les étrangers les plus connus un Coréen du nom de Cho Chi-won qui a passé l'examen quelques années plus tard. Mais si on regarde bien les dates, le premier étranger à avoir réellement réussi l'examen est en réalité un japonais du nom d'Abe no Nakamaro. Lui, il est arrivé en Chine à 16 ans comme représentant d'une mission diplomatique. Une fois sur place, il passe l'examen et se lie d'amitié avec les poètes les plus célèbres de l'histoire chinoise, dont Li Bai. Une amitié tellement forte que lorsqu'il apprend que le bateau du japonais a coulé en essayant de retourner au Japon, Li Bai écrit un poème à la mémoire de son ami. Ce qu'il ignore alors, c'est que Abe no Nakamaro, il a survécu. Ce dernier essaye encore plusieurs fois de retourner dans son pays, mais à chaque fois, un malheur l'en empêche. Résigné, il décide d'accepter plus de responsabilités politiques. Il devient gouverneur pour les Tang du protectorat de Hannan, qui correspond plus ou moins au Vietnam actuel. Il ne retournera jamais au Japon. De nombreux experts aujourd'hui considèrent que les systèmes d'examen européens, que ce soit l'examen pour la fonction civile anglais ou même le bac, s'en sont inspirés. Je vais appeler ça le bac. Mais surtout, ce que ces exemples montrent, c'est que les pays d'Asie de l'Est échangeaient avec la Chine et se sont inspirés de ce système pour mettre en place leur propre copie de l'examen impérial. Et encore aujourd'hui, le Japon et la Corée ont gardé un système d'examen assez similaire. Le Japon a le Daigaku Nyugaku Kyotsu Testo, ou test d'admission à l'université, et la Corée le Suneung. Deux examens qui ont la réputation chez nous d'être difficiles et tout aussi décisifs pour le futur des étudiants. Il est donc enfin temps de voir si on peut vraiment appeler le Gaokao l'examen le plus difficile du monde. On peut éliminer relativement rapidement le Japon de cette compétition, car si oui, les questions peuvent être compliquées, le test n'est pas obligatoire et chaque université peut décider de ses critères d'admission. Considérée comme la meilleure du pays, l'université de Tokyo utilisera ainsi le résultat pour une première sélection, afin de faire passer un examen sous leur contrôle. Mais avec environ 3500 places pour 450 000 participants à l'examen commun, ça reste beaucoup moins sélectif que le top 2 chinois. Le Suneung coréen est lui un candidat beaucoup plus sérieux. Énorme pression sur les élèves, seul critère qui détermine ton accès à l'université et donc ton futur, et enfin ville qui tourne au ralenti pour limiter le bruit. Ça ressemble effectivement plus au Gaokao. During the English listening test, all flights nationwide were grounded and construction work and military drills came to a halt for about 35 minutes. Les questions peuvent également y être particulièrement difficiles, comme en témoigne le questionnaire d'anglais 2025. Well, so intense was the criticism around this year's test that the top official in charge of administering it has resigned. Cela dit, si la difficulté du test est comparable, de par la taille du pays, le ratio candidat-admission dans les universités les plus respectées est naturellement plus élevé en Corée. Aussi, le test, bien qu'aussi intense, est organisé sur une seule journée au lieu des 2 à 3 jours du Gaokao. Une différence de temps due notamment au temps réservé à chaque sujet et donc au nombre de questions. Si le test couvre 2 langues étrangères, le test chinois teste lui plus en détail les sciences ou l'histoire géopolitique, selon les choix du candidat. Et au final, le Gaokao semble légèrement au-dessus en termes de difficulté globale. Et s'il m'est bien sûr impossible de comparer tous les systèmes d'examen dans cette vidéo, le Gaokao est aujourd'hui classé numéro 1 dans tous les classements publiés que j'ai pu trouver. Mais si on a passé cette vidéo à parler de l'importance du Gaokao, il y a une partie de la population qui peut tout simplement se passer de l'examen. Et si vous êtes étudiant à l'université ou dans une grande école aujourd'hui, certains d'entre eux sont peut-être assis à côté de vous. Car oui, les riches chinois ont une porte de sortie, les études à l'étranger. La preuve, encore une fois, que si le système est méritocratique, en fait, il ne l'est pas pour tout le monde. Et les parents qui en ont les moyens n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour envoyer leur enfant ailleurs.
Alors, bien sûr, certains visent l'excellence dans les meilleures universités mondiales. J'ai moi-même rencontré ma partenaire de vie alors qu'elle faisait un postmaster en Europe. Mais pour beaucoup, surtout parmi les plus riches, partir est le meilleur moyen d'esquiver le gaokao. Il y a 2 raisons à ça. Anything that could make their kids more competitive and stand out from the crowd. Soit les parents veulent garantir un grand nom sur le CV que les quotas locaux leur refuseraient, soit tout simplement l'enfant n'a pas le niveau pour décrocher une université correcte en Chine. Un choix qui se fait souvent très tôt, de nombreux étudiants chinois étant envoyés faire leur année de lycée à l'étranger pour préparer le terrain. I'm Daisy Liu and I'm 15 years old now. So Daisy, where are you going? California, Stevenson School. Et parfois même encore plus tôt lorsqu'il s'agit des plus grandes fortunes. Une situation qui a causé l'arrivée de nombreux riches étudiants chinois qui aiment exposer leurs richesses à longueur de journée. Souvent ce qu'on appelle en Chine des fuerdai ou enfants de nouveaux riches, qui n'hésitent pas à mettre en avant leurs richesses sur les réseaux sociaux. Voitures de sport, vêtements de créateurs et dîners étoilés. Pour certains, les études passent bien après le paraître. Et ces privilèges finissent parfois par éclater au grand jour, comme dans l'affaire Dong Xiying. À 29 ans, elle était interne dans un hôpital prestigieux de Pékin. Sauf qu'un véritable scandale s'apprête à éclater. Tout commence lorsque la femme du chef chirurgien met à jour les affaires de son mari avec la jeune interne. Mais cette affaire va en fait mettre à jour un cas bien plus important et qui va agiter les réseaux sociaux chinois pendant des mois. Le problème, c'est que Xi Ying est arrivé à son poste de manière pour le moins discutable. Ses parents l'avaient envoyé étudier au collège Barnard, associé à la célèbre université américaine de Columbia. Mais pas en médecine, en économie. Revenue en Chine, elle est acceptée en 2019 dans un programme permettant à des détenteurs de master d'acquérir un diplôme de médecine. Le petit problème, c'est qu'un diplôme en économie ne permettait pas d'entrer dans le programme, et il est donc révélé que celle-ci a présenté un faux diplôme. Et elle est soupçonnée de plusieurs plagiats durant ses études, et ses parents ont fait jouer leur relation pour lui permettre d'accéder à son poste. Au final, sa licence a été révoquée, mais cette affaire montre bien une chose. Si une famille de la classe moyenne supérieure peut tricher ainsi, imaginez ce qu'il en est des ultra-riches. Mais si les riches peuvent contourner le système, les autres n'ont pas cette chance. Pourtant, j'aimerais finir sur une note positive. Le gaokao ne définit pas tout votre talent. Et qui de mieux pour le démontrer que l'un des plus célèbres entrepreneurs du pays? Vous l'avez peut-être deviné, je veux parler de Jack Ma. Et on peut le dire, c'est un peu le cancre de sa génération d'entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, multimillionnaire, il n'a jamais caché ses échecs. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. Mais pour Jack, c'est dès le gaokao que les problèmes commencent. Si le jeune Jack est bon en anglais, il est absolument nul en maths. Et lorsqu'il tente le gaokao à 18 ans, il échoue lamentablement avec le score catastrophique au test de maths de 1 sur 120. Après un an de préparation intensive, il retente et améliore considérablement ce score avec 19 sur 120. Résigné, il décide de chercher du boulot et vu que tout le monde le rejette, son père lui suggère de livrer des journaux. Mais il s'obstine et tente une 3e fois, avec succès cette fois-ci, et finit par intégrer l'université normale de Hangzhou, une université moyenne loin du prestige des élites. La suite, on la connaît, Jack Ma est devenu la preuve vivante que l'instinct et la persévérance peuvent briser les plafonds de verre, même sans le meilleur score au gaokao. Et plus récemment, on a l'exemple de Zhang Shui, un campagnard passionné de moto, qui n'a même pas passé l'examen et a pourtant fondé 2 marques de moto, dont ZX Moto, qui en moins de 3 ans d'existence, bat déjà les plus grandes marques dans certaines compétitions. Des parcours qui nous rappellent qu'il est possible de faire sans le gaokao. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Chine.